Bonjour à tous et bienvenue sur le webinaire de Scelo, co-organisé du coup avec Rush Hour. On est ravis de vous avoir aujourd'hui avec nous pour parler livraison et click and collect avec nos trois invités, trois restaurateurs qui vont pouvoir aujourd'hui nous faire leur retour d'expérience sur les semaines et les mois passés depuis l'arrivée du Covid. Petit rappel opérationnel, le temps que les derniers arrivants se connectent. Pour information, ce webinaire est enregistré. Donc, si vous n'avez pas le temps de rester jusqu'à la fin, il n'y a aucun problème. On vous enverra le replay automatiquement à la fin du webinaire. Ensuite, il y a un onglet chat et un onglet questions. Je vous demanderai idéalement de privilégier l'onglet questions pour les poser. Comme ça, si à la fin du webinaire, il y en a, on pourra vous répondre plus facilement. Et puis, enfin, il y a un questionnaire que je vous enverrai aussi à la fin du webinaire auquel on aimerait beaucoup que vous puissiez répondre, où on vous posera des questions du coup sur ce que vous avez apprécié ou pas dans ce webinaire. Et si vous voulez prendre contact avec nous par la suite, ce sera aussi plus facile. Dernier petit point, si vous voulez ne pas être gêné par les notifications, je vous conseille aussi de cliquer sur la petite cloche qui est en haut à droite de votre écran. Ça vous évitera d'être gêné par les messages de tout le monde. On va commencer avec la présentation des intervenants. Donc, je vais laisser la parole à Nico d'abord. Bonjour, donc Nico de Olivelli, cofondateur. Voilà, on a 2 restaurants maintenant à Paris depuis 2013. Julien, je te laisse te présenter. Bonjour à tous, donc moi c'est Julien Serry, donc je suis fondateur et chef de Mania Street Food, on fait de la pizza portafolio. On a 2 points de vente actuellement, on en a eu 3, maintenant on n'en a plus que 2. On avait un pop-up à Gare de Lyon qui a fermé et voilà, je suis ravi d'être ici avec vous. Stéphane, je te laisse te présenter. Bonjour Stéphane, je suis franchisé Big Fernand depuis 5 ans et dernièrement cette année j'ai ouvert un Hit Sushi à Paris dans le 15e et un autre Hit Sushi à Lyon. Et en 2021, je vais ouvrir 3 Mania Pizza. Voilà. Très bon plan. On te souhaite, Stéphane. Je ne sais pas encore, Julien, mais bon, voilà, je voulais l'introduire comme ça. Voilà. Comme ça, il est au courant maintenant. Du coup, enchanté, bonjour. Moi, c'est Alexandre. Donc, je suis un des fondateurs de Rush Hour. On accompagne les restaurants qui sont indépendants, chaînes ou dark kitchen pour leur permettre d'optimiser la gestion de leurs commandes de différentes plateformes sur une seule et même interface. Et pour terminer, moi, je suis Clélia, je travaille chez Scelo depuis presque 1 an. Et Scelo, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le premier logiciel de gestion de planning et de personnel en France. Et on accompagne aussi tous les commerçants, les professionnels et principalement les restaurateurs dans la gestion quotidienne de leur business. Donc, pour commencer, je vais déjà un petit peu remettre le contexte avant vraiment de rentrer dans le vif du sujet et d'interroger nos invités et vous expliquer un petit peu pourquoi est-ce qu'on a choisi aujourd'hui d'axer le webinaire sur la livraison et la vente à emporter. Nous, on est persuadés en fait que c'est pas quelque chose qui est uniquement lié au Covid, que c'est une tendance qui va sûrement durer vraiment longtemps après le Covid. On avait d'ailleurs discuté de ça avec Jean Valfort, qui est fondateur de plusieurs restos en France et aussi du premier groupe de Dark Kitchen Club dans un webinaire qu'on avait fait pendant le premier confinement. Et lui nous expliquait aussi qu'il était vraiment convaincu que c'était une tendance qui allait durer parce qu'en fait, c'était aligné avec les nouveaux modes de vie et les nouvelles mentalités de tout le monde qui sont, et principalement dans les grandes villes évidemment, le fait qu'on a de moins en moins de temps, on n'a pas forcément l'envie de cuisiner, etc. En plus de ça, on est aussi persuadé qu'il y a plusieurs avantages à être sur ces modèles de distribution de restauration. Le premier, c'est que forcément, on va agrandir notre clientèle vu qu'on va avoir un point de vente en ligne, en plus d'avoir un point de vente physique. Donc, on va toucher des gens qu'on n'aurait pas touchés auparavant. Le deuxième point, c'est qu'on va élargir notre base de données. On va pouvoir plus facilement communiquer avec nos clients. Et le troisième point, c'est aussi qu'on va avoir en fait un parcours de commande qui va être plus omnicanal et qui va nous permettre de en fait avoir davantage de ventes qu'à l'habitude. L'exemple que j'ai par rapport à ça qui est assez personnel, par exemple, il y a 2 semaines, je suis allée dans un nouveau restaurant à Paris qui s'appelle Les Bichettes de Belleville. J'ai voulu donc faire du click and collect là-bas. J'ai commandé sur Internet. Je suis allée ensuite chercher mon plat.
Vu que c'était la semaine, j'avais pas forcément prévu de boire de l'alcool à la base. Et puis, je suis allée là-bas. Elles m'ont présenté leur cave avec des vins nature, biodynamie, etc. Et finalement, je me suis retrouvée à repartir avec 2 bouteilles. Donc, ça veut dire que, par exemple, le click and collect, en tout cas, sur pas mal de gens, ça peut être assez utile. Et du coup, j'en viens à ma première question pour nos invités, qui est est-ce que avant le confinement, vous aviez envisagé de faire du click and collect ou de la livraison? Est-ce que vous en faisiez déjà? Et si pas, pourquoi? Julien, je te laisse. Ok. Allez. Nous, en fait, on avait commencé à penser au click and collect avant le premier confinement. On a eu beaucoup de chance parce qu'en fait, on a réussi à le mettre en place en fait dès le début du premier confinement, puisqu'on avait déjà anticipé un petit peu tout ça. Pour nous, le but, c'était de désengorger la file en fait. Voilà, on sait que tout se concentre sur un point qui est important et c'était plus possible que les clients attendent. Donc on voulait désengorger, ça a été notre solution pour désengorger et finalement c'est devenu notre solution de salut avec le Covid parce que sans ça aurait été très compliqué. Ok, très clair. Toi, Nicolas, je sais que justement, au premier confinement, quand on avait parlé lors d'un premier webinar, tu n'étais pas très ouvert justement à ces nouveaux modèles de distribution. Je pense que la livraison, tu trouvais que ce n'était pas forcément adapté aussi avec la cuisine que tu proposes. Mais je sais qu'aujourd'hui, tu t'es lancé justement là-dessus. Donc, je veux bien que tu nous en parles un petit peu. Du coup, c'est vrai que pour nous, voilà, on avait une carte, on est vraiment sur de la restauration traditionnelle, restauration à table. Et donc, du coup, cuisson minute, du coup, une offre qui est bonne quand elle voyage 20 secondes entre le pass et la table. Et donc, pour nous, au premier confinement, vu qu'on avait toujours une visibilité de 15 jours, on est confiné 15 jours, plus 15 jours de plus, plus un mois de plus, on n'avait pas cette visibilité qui nous permettait de se dire, OK, on fait une offre qualitative dans la durée, sur le durée emportée. Et donc, on ne s'est pas senti à l'aise de mettre en place, comme on sait à quel point c'est compliqué de lancer ce genre de truc. Si on veut le faire bien, c'est lourd. Il y a des investissements en temps, des investissements financiers, il faut faire de la com, il faut faire faut un habillage, etc. Donc, c'était assez lourd. Donc, au premier confinement, on s'est dit, c'est pas notre savoir-faire, c'est pas notre cœur de métier. Et puis, c'est pas quelque chose qui nous excite forcément non plus. Nous, on est plus du genre à proposer une expérience dans sa totalité. Le fait de venir, déjà, en soi, c'est important. Le fait de manger chez nous, c'est important aussi. Donc, si on enlevait tout ça et qu'on se retrouvait juste avec la nourriture en soi, ça valait pas vraiment le coup. Donc, sur ce premier confinement, c'était une décision qui était basée sur le fait que c'était le premier confinement. Sur le deuxième, bien sûr, la donne est différente. Ça fait deuxième fois qu'on est fermé sur l'année. Ça fait 5 mois de fermeture sur 12. Donc, forcément, notre trésorerie, même si elle était saine au début, elle est impactée. Donc, obligé de revoir un petit peu notre cahier des charges. Et puis voilà, on est quand même on a le sentiment que ça va durer, que le 20 janvier, c'est une date qui a été posée, mais qui est loin d'être fixe. Le plus tôt on va mettre en place quelque chose qui va être qualitatif à emporter, le plus tôt on pourra le réutiliser si on est reconfiné, s'il y a un troisième confinement, j'en sais rien, on verra. Mais voilà, en tout cas, on est content aujourd'hui. On a lancé quelque chose à emporter qui est cohérent avec ce qu'on a toujours proposé. Et même si ce n'est pas un modèle qui nous excite, ce n'est pas un modèle vers lequel on se tournait forcément à l'origine. En tout cas, ce qu'on propose aujourd'hui, maintenant, on en est fiers. Et même si ça n'aura duré que 5 à 6 semaines, on se sera dit, OK, on l'a fait, on l'a bien fait. Et voilà, sans regret. Ok, trop bien. Et toi, Stéphane? Nous, c'est dans nos business models, que ce soit dans le sushi ou dans le burger, on faisait déjà de la livraison, du click and collect, de la vente à emporter. Donc voilà, ça a fait qu'amplifier avec le confinement. Donc, on était déjà sur ces modèles. Donc, pas de surprise. C'est ça. On a juste continué et on voulait le faire de mieux en mieux avec tout ce qui se passait. Ok. Et dernière petite question avant de continuer. Vous, Nicolas et Julien, est-ce que c'est quelque chose que vous envisagez de continuer justement quand le Covid sera terminé et que tout sera redevenu à la normale ou pas forcément? Ou en fait, ça dépend vraiment des chiffres, j'imagine? Moi, je pense qu'il faut de toute façon le continuer parce que déjà, notre clientèle va avoir pris des habitudes et on ne va pas changer leurs habitudes comme ça du jour au lendemain. On a mis du temps aussi à s'adapter à ce click and collect. Ça a été assez vite finalement quand le client a compris parce qu'il n'avait pas le choix à cause du Covid. Mais par exemple, entre les 2 confinements, c'était un petit peu plus compliqué le click and collect. Là, on est vraiment entré dans les mœurs. Les gens consomment chez nous avec le click and collect. Ils trouvent ça hyper facile.
facile, ils ont l'habitude de le faire. Donc, je pense qu'après, il va falloir continuer de toute façon à le faire. Il va falloir trouver un moyen de jongler entre le surplace, parce qu'on a aussi une activité en surplace, le surplace et ce qu'il va y avoir en click and collect, et le à emporter qui restera aussi. Voilà. Donc, mais c'est vrai qu'on envisage déjà de pourquoi pas faire un point de retrait différent, c'est-à-dire prévoir un truc un petit peu en retrait avec un point de retrait pour le click and collect et puis le reste comme ça se fait déjà dans des enseignes, dans d'autres enseignes, mais parce que je pense que ça va rentrer dans les mœurs, quoi. Ok, ouais, je suis un petit peu d'accord. Nous, je pense pas. Nous, je pense que dès qu'on a l'autorisation de réouvrir les restos comme avant, on mettra une fin à notre programme de remporter. C'est pas, comme je disais, ce qu'on propose, on est 100% derrière et on le fait correctement et avec du cœur et avec la même application que si c'était sur place. Mais pour nous, il reste quand même des gros points de friction sur toutes les quantités d'emballage, sur les problèmes de chaleur, les problèmes de dressage qui bougent en livraison ou même en click et collect. C'est trop, ça détériore trop notre offre. Et voilà, on avait toujours construit Olibelli autour d'une offre sur place. Et là, on veut bien faire un effort. Et de toute façon, on est contraint de faire un effort en cette période de deuxième confinement. On joue le jeu et on s'adapte, mais ce n'est pas quelque chose qu'on a vocation à pérenniser dans le futur. Ok, ça marche. Donc, juste, Nicolas, c'est hyper intéressant, mais du coup, tu ne devrais pas décliner une offre Olibelli en livraison, compte tenu de la notoriété que vous avez. Et bien sûr, ça demande une adaptation, mais comme tu l'as souligné tout à l'heure, on ne sait pas de quoi frapper demain, un troisième confinement. Donc, ça voudrait dire, si tu arrêtais demain tout ce que tu es en train de faire aujourd'hui, ça voudrait dire se réinventer à nouveau en démarrant d'une page blanche. Comment tu réfléchis par rapport à ça? Ce qui me gêne le plus, en fait, dans ce type de livraison, c'est que là, c'est vis-à-vis des équipes, en fait. C'est-à-dire que là, on sait que c'est temporaire et on essaye de faire en sorte que ce soit fun, on met de la musique, on fait à manger, on est content de se voir, etc. Mais je pense que, en tout cas, les gens qu'on a attirés pour constituer notre équipe sont venus aussi pour cette énergie, cette clientèle, ce lieu de vie. Et là, en ce moment, tout le monde dit rien, on fait le taf, on met nos petits sacs, on fait nos petites boîtes et on est content d'être ensemble. Mais je vois pas le truc. Si je disais demain aux équipes, OK, maintenant on fait du remporter et puis on crée un autre point de vente qui sera que pour le remporter, en fait, je serais gêné vis-à-vis de mon équipe de leur dire voilà tes 4 murs, voilà ta cuisine et puis il y a des gars qui vont venir chercher des sacs. Et c'est ça ta job description. Je trouve ça en fait assez triste comme modèle. Et je pense que si demain, on n'a plus la possibilité de faire ce qu'on fait sur place, d'accueillir les gens, etc., et qu'on nous dit pour survivre maintenant en restauration, il faut laisser beaucoup de place au click et collect à remporter, je pense qu'on vendrait nos affaires et puis on repenserait carrément nos choix de vie, on irait faire un autre métier. Voilà, moi, j'ai que 34 ans, il n'est jamais trop tard pour recommencer. Et voilà, et vraiment, c'est juste faire à manger comme on le fait maintenant, c'est cool parce que ça va durer 5, 6, 10 semaines. Si maintenant, l'Italie, c'est ça, ton chiffre d'affaires, c'est 60%, 70% de click et collect et livraison, je ne me retrouverai pas dans ce modèle-là, je pense. Okay. Après, pardon, si je peux intervenir. Après, Nicolas, je pense que la différence, c'est que toi, comme tu le dis, à la base, ton offre, elle n'est pas faite pour être… Stéphane et moi, on fait un peu plus de la street food. Donc déjà, dès le départ, en fait, on a une offre qui est adaptée à ce type de choses. Et par rapport à ce que tu dis sur l'ambiance, écoute, faut pas avoir… Je me permets pas avoir peur de ça. Si tu viens chez Mania dans une période normale, non Covid, tu verras qu'il y a de la musique à fond, qu'il y a une super ambiance et qu'il y a des gens qui prennent leur petit sac à emporter et qu'il y en a d'autres qui restent sur place, que ça se passe super bien, qu'on arrive à faire cohabiter les deux. L'objectif, c'est pas de faire devenir les restaurants des ghost kitchen, parce qu'une ghost kitchen, ça coûte beaucoup moins cher et si on veut faire une ghost, on monte une ghost. C'est un autre truc, on la met pas au même endroit, on fait ça différemment. Mais en tout cas, moi, mes équipes, c'est le contraire en fait, c'est qu'ils sont pressés qu'on réouvre pour qu'on puisse à nouveau avoir des clients qui mangent sur place. Mais ce qui leur plaît, c'est vraiment aussi le côté dynamique que le à emporter peut nous apporter. Donc, je pense qu'on peut réussir après le confinement à faire cohabiter les deux, quoi. Et c'est comme dit Alex, voilà, adapter son offre derrière, ça peut être adapter son offre. On va en venir sur les prochains points. Je me permets de vous couper parce que ce que vous venez de raconter, ça va dans le sens de la suite de la présentation. Justement, on est d'accord sur le fait qu'en fait, avoir une ambition de
continuer la livraison, le click and collect après le Covid, ça va aussi avec évidemment un business model qui est adapté. Oui. Et donc, je pense que c'est évidemment un travail à faire sur vos restos. Et donc, j'en arrive à la suite. Comment est-ce qu'on peut justement adapter notre restaurant au mieux pour arriver à être bon sur ces modèles de distribution? Nous, on a 3 points sur lesquels on pense qu'il faut s'améliorer et qu'il faut évoluer. Le premier point, et je vous demanderai ensuite votre avis là-dessus aussi, c'est la carte. Le fait que, en général, on va changer la carte de un service sur place à une livraison ou un click and collect. On va en général avoir une carte qui est plus courte, mais une carte qui va aussi être un peu plus catchy dans le sens où on va avoir moins de choix, mais on aura des meilleurs choix entre guillemets. On va privilégier vraiment les plats préférés en fait des clients. Et en général, on va aussi peut-être avoir une rotation des plats qui sera plus importante que en service sur place parce que on a envie que les gens puissent recommander chez nous sans se lasser et tout en laissant quand même toujours, je dirais, 1 ou 2 plats vraiment préférés à la carte. Je ne sais pas ce que c'est vous, votre stratégie là-dessus, si vous avez changé vos cartes depuis ou pas du tout. Stéphane, je te laisse commencer. Enfin, toi, tu faisais déjà livraison et click and collect, donc j'imagine que ça n'a pas tant changé pour toi. Non, nous, on avait déjà une carte assez courte. On a 6 hamburgers chez nous. Bon, dans le sushi, j'ai adapté aussi. On a fait nos best-sellers. Effectivement, c'est plus facile pour la livraison. Voilà. Donc, on a juste adapté. Après, c'est ce que disait Julien. Nous, on essaye de faire voyager nos plats et que quand le client il reçoit son hamburger ou ses sushis, il puisse avoir aussi quelque chose de différenciant quand on le reçoit chez lui pour que ça puisse marquer le coup. Voilà. Ok. Bien faire voyager le produit. Ok. Et vous, Julien et Nicolas? Alors, j'ai zappé la question. C'était est-ce qu'il y avait une stratégie? Donc, il n'y avait pas vraiment de stratégie dans le sens où, non, en fait, c'est ça le problème, c'est que les gens, on essaie vraiment de ne pas écouter les gens parce que je pense que c'est pas leur rendre service. Et du coup, par exemple, nous, dans notre cas, ce que les gens voulaient, c'était qu'on fasse nos pancakes. Donc, si on reprend le plat signature, les gens voulaient qu'on fasse nos 2 pancakes, nos 2 au plat, le bacon, etc. Mais ça, c'est juste pareil, c'est bon. Quand ça sort de la cuisine, la clochette sonne, on transporte et on mange maintenant, tac, 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 c'est là que c'est bon. Après, sinon, les œufs, ils figent, etc. Les pancakes, ils deviennent tout mous. Donc, si on avait écouté nos clients là-dessus, effectivement, ça aurait été beaucoup plus simple. Je pense qu'on aurait fait un plus gros chiffre que celui qu'on est en train de faire en ce moment. Après, voilà, chacun met la barre et la limite là où il veut. Moi, c'était de toute façon au top du cahier des charges, c'était de ne pas casser 7 ans de réputation pour 6 semaines de emporter. On n'allait pas se mettre à faire ce que les gens voulaient et être au détriment de notre image. Donc, du coup, moi, je ne me retrouve pas dans cette slide en termes de best-seller ou de choses comme ça. Il faut faire quelque chose quand même qui est cohérent avec ce que tu proposes et surtout, il faut savoir dire non, tout ne voyage pas. Après, c'est vrai que contrairement aux collègues ici, je fais pas du enfin, si j'avais fait du monoproduit comme de la pizza ou du burger, effectivement, de toute façon, c'est des plats qui voyagent à la base super bien. Il y avait avec aussi tout ce qui est plat en sauce, curry, etc. Machin. Nous, on n'est pas là-dessus. Donc, à la base, soit on fait un 180 et on devient quelque chose d'autre, ce qui n'était jamais de toute façon quelque chose qu'on voulait faire, soit on a réduit, effectivement, c'est obligé à ce voyage. Mais bon, je pense qu'il ne faut pas non plus. Le problème, c'est que si on essaye tous de faire quelque chose qui plaît aux clients, dans un an, on sert tous la même chose. Donc, si c'est pour homogénéiser la food scene, avoir 2 pokéballs, 2 burgers, de la pizza, etc., ça, c'est sûr que les gens, si tu les écoutes, ils veulent tous manger ça. Mais après, au final, voilà, l'offre, ça va être la même. De toute façon, Deliveroo, maintenant, tu scroll et c'est toute la même chose. Donc, si on va dans ce sens-là, ça va aller très, très vite. Hein. C'est vrai, mais tu vois, j'ai remarqué, enfin, j'ai vu sur tes réseaux justement que le pancakes, en effet, ça reste le produit un petit peu phare auquel tout le monde pense quand on pense au resto Olibelli. Et du coup, en effet, tu as décidé de ne pas le servir comme il est dans les restos, ce qui est un très bon choix, comme tu l'as expliqué, pour différentes raisons. Mais tu l'as, entre guillemets, détourné pour qu'il soit adapté à la livraison. J'ai vu où, en gros, tu vends des pots de pâte à pancakes. Du coup, c'est l'équivalent que tu as trouvé pour satisfaire justement la demande. Et ça, je trouve ça très cool. C'est la seule façon. Après, franchement, c'est compliqué. Il y a des gens qui les brûlent, il y a des gens qui les ratent. Tu vois, c'est pas parfait non plus. Quoi. Je pense que. Mais bon, après, je me suis dit, avant qu'on le fasse, j'ai pris des pancakes ailleurs et je me suis dit, ça se trouve, on est mauvais, ça se trouve, c'est possible, etc. Et c'était pas bon. Donc, en fait, en soi, tout est possible. Après, c'est ce que toi, tu considères acceptable pour ton restaurant, quoi. C'est juste ça. Moi, voilà. C'est vrai que malheureusement, je pense que la livraison vient avec un cahier des charges qui est très, très, très restrictif.
parce que c'est sur des vélos, parce que c'est dans le froid, surtout en ce moment, ça caille de ouf, etc. Donc, ce que tu peux proposer, ça va être de plus en plus réduit. Et au final, ça ne sert à rien qu'on soit 15 à proposer la même chose, quoi, tu vois. Et puis, ça sacralise ton produit. C'est ça qui est bien. C'est que là, par exemple, tes pancakes, tu les fais pas pendant le confinement. Tu sacralises le truc déjà qu'il était en haut du truc. Tu vois, là, effectivement, tu dis, nous, on fait pas de concessions. C'est plus compliqué pour toi que pour nous. Nous, c'est facile. Je veux dire, la pizza, le burger, c'est étudié pour. Voilà. Ouais, c'est fait pour ça. Enfin, c'est pas fait pour ça, mais ça s'y prête super bien, quoi. Donc, et du coup, Nicolas, comment ta communauté a réagi à cette nouvelle offre? Disons que ça en a déçu beaucoup, je pense. Tu vois, il y a plein de gens qui ne comprennent pas. Donc, en fait, je passe beaucoup de temps à expliquer, en fait, pourquoi on fait pas ça, pourquoi on fait pas ça. Et parce que c'est pas l'histoire de créer de la frustration et de dire genre nananer, on le fait pas, vous le voulez, on le fait pas, etc. Nous aussi, ça reste avant tout un business et ici on est entre gens qui parlent chiffres et donc au bout d'un moment, je veux dire, ça aurait été tout à notre intérêt de faire un max de CA sur cette période. Mais moi, je suis sur une vision de long terme. Et je me vois ça encore 10 ans, enfin, on verra, mais j'aimerais bien qu'Olibelli voit son 10e anniversaire, peut-être son 15e. Et donc, pour moi, je vois cette période de confinement et de Covid comme un tout petit moment dans ma carrière et un tout petit moment dans la vie de mon restaurant. Donc, je ne vais pas tout envoyer péter, tout ce que j'ai construit en 7 ans pour voilà, faire le joint, mettre un pansement sur cette période. Tu vois, je pense qu'on se rappellera l'année prochaine qui a fait quoi en ces temps difficiles. Je suis assez d'accord avec Nicolas sur tout ce qu'il dit. Hein. Donc, pour vous donner juste un exemple d'un autre restaurateur, donc j'ai un ami qui s'appelle David Ratchebert, qui a un restaurant à Paris qui est assez connu. Je suis allé le voir il y a quelques temps de ça. Lui, il est connu pour le cassoulet. Bon, bah là, pendant le confinement, il fait d'autres choses. Il s'est mis à faire de la Flammenkuche, parce que c'est plus facile à livrer, mais il fait pas le cassoulet parce que pour lui, c'est inlivrable et que c'est son plat signature. Donc, il faut pas faire de concessions sur la qualité et sur voilà. Donc, adapter. Est-ce qu'il y a une stratégie pour adapter un petit peu sa carte, oui, ça peut, mais après, c'est vrai que pour certaines personnes, ça sera plus difficile que pour d'autres, quoi. Voilà. Je pense que l'essentiel, c'est de ne pas décevoir, en fait, tu vois. Et quand quelqu'un passe une commande chez toi, que ce soit emporté, ou même si tu ne le faisais pas avant, etc., le contrat à remplir, c'est de ne pas décevoir. Après, que ce soit, si tu arrives à transposer ton plat signature en emporté et que ça ne crée pas de déception de l'autre côté, c'est parfait. Et dans un restaurant comme nous, par exemple, où notre plat signature n'est pas transposable, eh ben, du coup, on s'en remet à la deuxième règle la plus importante qui n'est pas décevoir. Et du coup, on s'adapte pour qu'au final, de l'autre côté, quand tu ouvres le sac et la boîte, tu sois content. Et voilà. Parce que c'est vrai que quelqu'un qui est déçu, il va s'en rappeler. Hein. Et après, il va faire l'amalgame dans sa tête en se disant « Ah, c'est ça, Olibelli !» C'est pour ça que les gens… Mais c'est une règle de base de toute façon dans notre métier. Il vaut mieux rien servir que servir de la merde, enfin quelque chose qui ne nous satisfait pas. Donc, voilà, pour avoir été cobaye de ma propre expérience et avoir beaucoup commandé sur les plateformes en prévision de créer notre propre offre, je pense que voilà, il y a des gens que ça dérange beaucoup moins de vendre n'importe quoi. Merci beaucoup, en tout cas, pour vos avis sur ces 3 points. Ensuite, je vais passer rapidement sur le deuxième point, qui est un point un petit peu plus technique, un truc qui est important, c'est plus pour les restaurateurs qui nous écoutent et qui ne se sont pas encore lancés sur la livraison, ni la vente à emporter ou le click and collect. Un truc qui est hyper important à faire au début, c'est évidemment de calculer les coûts que ça va engendrer, parce qu'en effet, parfois on a l'impression que c'est assez facile, mais au final, ça a des coûts qui sont différents de ceux du service sur place. Si on prend par exemple l'exemple du click and collect, on va avoir des coûts en moins au niveau du personnel, évidemment, parce qu'on aura peut-être moins de gens à l'accueil, on aura moins de gens en salle, en cuisine, etc. Mais on aura par exemple le prix des emballages et donc on pense que c'est un truc qu'il faut absolument faire. Nous, Skello, justement, si jamais il y en a que ça intéresse, on a lancé un calculateur d'intérêt financier qui est accessible en ligne gratuitement, où vous pouvez en fait en quelques secondes rentrer des informations sur votre resto et puis on vous donne une estimation en fait de ce que ça va vous rapporter. Donc les infos à rentrer, c'est chiffre prévisionnel, répartition, livraison et vente à emporter et taux de commission. Donc voilà, évidemment, ça ne remplacera pas l'avis d'un expert comptable, mais si ça peut aider quelques-uns, on vous donne le lien du coup dans le chat tout de suite. Ensuite, le troisième point sur lequel je voulais vous interroger, c'était les emballages. Forcément, c'est aussi quelque chose de nouveau. Si on ne faisait pas de la livraison ou du click and collect avant,
On remarque de plus en plus que les emballages, évidemment, ils doivent tenir. Donc, évidemment, ils doivent être capables d'avoir un trajet où ça n'abîmera pas les plats. En général, on va demander aussi quelque chose d'assez écologique parce que c'est un critère qui touche évidemment de plus en plus de monde. Et le troisième point, je trouve, qui est important et que je remarque vraiment de plus en plus, surtout depuis le premier confinement, c'est que en fait, les restos font de plus en plus d'efforts au niveau de l'emballage pour qu'ils soient à l'image en fait de leur marque, pour en fait donner envie, parce que vu qu'on n'a plus l'expérience d'être dans le restaurant, de voir les gens qui tiennent le resto, de voir la décoration, on a besoin quand même de quelque chose qui nous rappelle chez qui on a commandé. Et donc voilà, j'ai mis par exemple sur le slide quelques exemples que je trouvais bien faits. Toi, Stéphane, donc vous faisiez déjà ça avant, mais je pense que chez Big Fernand, vous avez aussi des emballages quand même qui sont travaillés. Ouais, depuis le début, et là on les travaille de plus en plus. C'est pas sûr pour tenir chaud. On a un séparateur entre les deux, on a le froid, le chaud. Voilà. Mais nos emballages étaient déjà adaptés à la livraison. On fait juste que renforcer pour que le client le reçoive chaud. On a pareil, on a des petites instructions pour si jamais il arrive un peu froid, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Donc voilà, nous on avait déjà tout adapté pour la livraison et on avait un temps d'avance sur ça. Ok. Donc cool en ces temps, voilà. Ouais, oui, pour vous, du coup, c'était quand même une période évidemment stressante aussi, mais j'imagine que tous les problèmes de technique, de découverte, etc., vous les avez pas eu, donc c'était quand même un gros avantage au départ, quoi. C'est ça. Okay. Toi, Nico, du coup, j'ai mis une image justement que j'ai trouvée des emballages que vous faites qui sont nouveaux. Donc toi, j'ai l'impression que tu as pris en compte justement clairement tous ces trois critères. Ouais, du coup, voilà, après, ça, c'était vraiment un autre gros truc aussi qui nous freinait énormément. C'était parce que moi, je suis que la moitié de Libelli et donc l'autre moitié, Sarah, vraiment, c'était les emballages. En fait, toute l'année, on a une démarche super carrée avec tout ça, le compost, le recyclage et tout. Et donc, pareil, une fois de plus, on ne pouvait pas juste même si on aurait pu dire c'est une situation de crise, donc on peut un petit peu baisser les curseurs sur les trucs, l'écologie, etc. On ne voulait pas le faire. Et donc, du coup, mais même quand tu fais attention, c'est compliqué parce que par exemple, on a fait le choix des bocaux en verre. On s'est dit, OK, le verre, c'est clean, c'est pas du plastique, etc. Après, quelqu'un me dit, m'a envoyé une étude, non, en fait, le verre, c'est moins polluant que le plastique que si tu réutilises le bocal 40 fois, etc. Après, on a toujours quelqu'un qui cherche aussi la petite bête. Hein. Enfin, je veux dire, on ne peut pas. Click et collect, c'est le futur, c'est compliqué parce que tu imagines le nombre d'enseignes qui vont multiplier leur emballage. Et encore, nous, on fait gaffe. Et même en faisant gaffe, on a quand même plein de petites boîtes et tout. Mais les gens qui font des kits, genre les kits où tu as genre 12, 14, 15 petits trucs pour faire genre là, tu as la petite machin, là, tu as la petite sauce et tout. C'est l'enfer. Donc, du coup, nous, on passe par une boîte qui s'appelle Unique Eco qui fait des emballages qui sont réglo, compostables et compagnie, mais même compostable, qu'est-ce que ça veut dire? Enfin bref, mais c'est du mieux que ça peut être. Après, on a fait le choix des bocaux en verre pour toute notre offre pour plus tard, parce qu'on fait une offre de trucs pour la maison, donc on fait des bits, de la pâte à pancakes, etc. Ça, c'est du verre. Et puis voilà, après, vu qu'on était un peu en last minute et qu'on essaye de réduire nos coûts au minimum pour essayer de gagner un peu d'argent, on tamponne les sacs et on fait des stickers parce que voilà, une fois de plus, on n'a pas vocation à faire ça pour très longtemps, donc on n'a pas lancé des productions de sacs ou des productions de boîtes. On bricole, on essaie de faire un truc joli, mais temporaire. Ok, et cette formule dont tu parlais, je l'avais justement vue aussi sur votre Instagram, c'est justement pour éviter en fait que les gens payent énormément de frais de livraison, vu que c'est vrai que c'est un truc qui nous bloque un peu tous, c'est que la livraison, c'est toujours hyper cher juste pour commander un repas. Et donc, c'est pour ça que vous avez fait en sorte qu'on puisse commander plusieurs, pas repas, mais donc plusieurs ingrédients à l'avance. Ouais, rentabiliser un peu la livraison parce que c'est vrai qu'on a fait le choix de Resto.Paris, donc qui est une plateforme de livraison avec livreurs salariés. Contrairement à des livreurs qui sont plus sur des statuts d'auto-entrepreneurs plus précaires. Et du coup, eux, ils disent qu'une livraison à 2,50 €, ça n'existe pas. J'avais regardé un webinaire avec eux justement, et le mec de chez Olvo disait il faut arrêter le mythe de la livraison à 2,50 €, ça n'existe pas. Il y a quelqu'un d'autre qui paye cette livraison ailleurs. Donc, du coup, eux, ils sont à 5 €. Et c'est vrai que voilà, quand tu prends une livraison à 5 €, Sarah, elle m'a dit il faut qu'on rentabilise un minimum pour les gens. Donc, il y a un plat chaud maintenant pour tout de suite. Et tu essayes un peu de prendre des trucs pour plus tard. Comme ça, tu as genre 2 ou 3 repas et tu as payé 5 balles pour en fait 2 ou 3 repas. Ouais, c'est une trop bonne idée, je trouve. Trop bien. Et Julien, vous, vos emballages, ils sont comment? Nous, on avait déjà ça avant, puisqu'on faisait une bonne partie en emporté, donc on avait déjà nos sacs, mais
pareil, je pense que j'essaye de me rappeler, mais je pense pas qu'on ait utilisé du plastique. Voilà, on essaie de faire attention. Pareil, pour minimiser les coûts, on a arrêté les personnalisations, puisque quand il y avait encore le point de vente de la gare de Lyon, il y avait beaucoup de volume, et là, effectivement, on pouvait faire ce genre de choses, mais là, on fait comme Nicolas a dit, on prend un tampon, on met un coup de tampon, et on essaye juste de faire ça. Après, nous, on est un peu moins impacté parce que notre pizza, on la plie en 4. Et puis, voilà, il n'y a pas vraiment besoin d'emballage comme eux, où il y a peut-être des fois des plats en sauce et des choses, c'est beaucoup plus compliqué, quoi. Ok, merci beaucoup pour vos infos là-dessus. L'avant-dernière partie sur ce point-là, c'était un peu de parler de vos stratégies digitales, un peu savoir si elles avaient changé depuis les 2 premiers confinements. Vu que maintenant, tout le monde est en ligne et qu'en plus, tous les gens sont chez eux, forcément, on a tous beaucoup plus de temps pour aller rechercher sur Internet des restos qu'on ne connaîtrait pas forcément, qui livrent près de chez nous, etc. Donc, on aurait aimé savoir comment vous faites à ce niveau-là. Alexandre, du coup, oui, peut-être, forcément, on le voit, les restaurants doivent communiquer, se rapprocher de leur communauté. Je sais que Julien, toi, tu es un gros consommateur d'Instagram et tu t'en sers très bien. Peut-être nous faire part quand est-ce que tu as démarré cette démarche, pourquoi tu l'as continué et qu'est-ce que ça amène à ton enseigne au jour le jour. Non, mais Instagram, ça a toujours été un lien avec notre communauté avant le Covid même. Déjà, c'était hyper important pour nous. Mais là, avec la crise sanitaire, en fait, c'est vrai que ça a été très compliqué. Premier confinement, on s'est dit qu'est-ce qu'on fait? Donc, tout le temps où nous, premier confinement, on a fait le choix de fermer sur le premier confinement. On a fait 40 jours, on a fait la quarantaine. Et pendant on a presque pas communiqué. On a juste donné des nouvelles de notre équipe parce que pour nous, ça nous aide à humaniser un petit peu le rapport. Tout comme tout à l'heure, on parlait des emballages. Donc, on met un coup de tampon, évidemment, mais avant chaque commande, on met un petit mot sur l'emballage avec le prénom de la personne qui commande, qui est une petite... Voilà. Et Instagram, si tu veux, ça nous a permis d'avoir ce lien. Donc ça, c'est le côté humanisant. Le deuxième truc d'un point de vue business, c'est que il y a une fonction super quand tu passes un certain nombre d'abonnés. Je crois qu'il faut passer les 10 000. Mais quand tu passes les 10 000, tu peux faire le swipe up. Et le swipe up, c'est juste exceptionnel. C'est-à-dire que sur le swipe up, on va mettre la photo d'une pizza qui donne l'envie de faire un achat compulsif. Et on va dire swipe pour commander. Et le client, il qu'à swiper, se trouve sur notre boutique en ligne. Et là, c'est top parce qu'en fait, il n'a pas de démarche compliquée à faire. Et c'est vrai que Instagram, c'est devenu presque une antenne, en fait. Et c'est pour ça qu'on essaye de faire beaucoup de stories et de l'humaniser au maximum parce que on se rend compte que pour beaucoup de gens, c'est le seul lien qu'on a avec eux. Et on a des clients, avec le confinement, on a des clients qu'on ne voit plus, mais qui habitent, je ne sais pas, mais à une trentaine de kilomètres de Paris, qui travaillent à Paris, qui ne peuvent plus venir nous voir. Le seul lien qu'on a avec eux, c'est ça. Donc, c'est vraiment hyper important, je pense. Ok, et moi j'avais une question pour toi, Stéphane, vu que toi tu es franchisé justement de Big Fernand, qui est un énorme groupe, est-ce que tu as quand même un compte, par exemple sur Facebook ou Instagram, qui est vraiment dédié à ton Big Fernand, ou est-ce que c'est une communication qui est davantage globale avec Big Fernand, le groupe? Non, c'est une communication groupe, mais moi je ne l'ai pas personnellement, mais parce que je l'utilise pas très bien. Je le fais mieux sur Itsushi. Mais j'ai des amis à moi franchisés qui ont leur propre Instagram et ils s'en amusent bien, ils font bien leur communication, un peu comme Julien le fait sur Mania. Donc voilà, c'est vraiment super bien fait et c'est vrai que c'est très très important aujourd'hui. Comme disait Julien, moi je le fais sur Itsushi, on fait des vidéos dans le restaurant, on essaie de montrer nos équipes, on fait des jeux concours aussi. Moi, je travaille avec des influenceurs comme Morgan VS. Bon, voilà, c'est vraiment très important que les gens de chez eux puissent voir, surtout en cette période, ce que nous, on vit au restaurant et ce qu'on fait. Ils ont l'impression de nous soutenir un petit peu presque. Je ne sais pas si vous, mais on reçoit beaucoup de messages sur Instagram qui réchauffent le cœur. Vraiment, ça recharge les batteries. Des gens qui nous font des messages et qui disent courage, bravo, vous êtes au top, et ça fait vraiment plaisir. Donc le client, il a l'impression de nous soutenir, de vivre un peu les choses avec nous, et puis nous, on a l'impression
de les retrouver un peu parce qu'effectivement, on en parlait en début, mais il nous manque nos clients dans la salle. Donc là, on a moyen de les avoir, même si ça va que dans un sens. Voilà. Ouais. Ça nous fait du bien à nous aussi de partager ça, en fait. Eux, ils sont contents de nous voir et nous, on est contents de le partager. Donc oui. Moi, nous, on fait une priorité de répondre à tous les messages qu'on nous envoie. Et même quelquefois, je réponds et souvent, j'essaye de répondre. Alors, c'est une astuce, enfin un truc que je fais depuis le début, mais j'essaye de répondre en message vocal. Parce qu'en message vocal, le client sait que c'est moi qui parle. Il n'y a pas d'histoire. C'est pas une. Alors, on a travaillé avec des sociétés qui s'occupaient de nos sociaux. Il y a pas de. C'est très bien, il faut le faire. Mais quand il y a des messages qui sont vraiment cool ou l'inverse, que ça peut arriver que des gens mécontents, je réponds toujours en vocal parce que c'est important de garder ce rapport humain. Et si on fait trop d'écrits sur les sociaux, bon, on brise un peu l'humanité. Ouais, et puis au final, à l'oral, ça va plus vite aussi que d'écrire, finalement. Ouais, ça va plus vite. Ça, faut pas le dire. Exactement. Et pour terminer sur ça, toi, je sais que tu es aussi à fond sur Instagram, un peu comme Julien. Est-ce que tu utilises d'autres réseaux sociaux ou juste Instagram surtout? En fait, moi, c'est comme Stéphane et Julien, du coup, qui n'ont pas eu de gros efforts à fournir pour faire du remporté parce qu'ils le faisaient depuis toujours. Moi, j'ai pas eu de gros efforts à fournir sur la communication parce que je la fais depuis toujours. Ouais. Donc, on est présent sur Insta depuis 2013 et on documente de façon super transparente la vie du restaurant et les stories qu'on fait tous les jours, les 50-60 stories qu'on fait tous les jours là maintenant en période de HB2Go. On les faisait en période de rien du tout parce que juste c'est une plateforme qui est fun, parce qu'on fait un beau métier, parce qu'un restaurant qui tourne à fond, c'est une belle chose à montrer, les équipes, les clients, les fournisseurs, tout ça. Donc, c'était dans la continuité. Il n'y a pas eu d'effort à fournir. Il a fallu pas relâcher l'effort de communiquer, c'est sûr, mais de toute façon, tous ces canaux-là, pour nous, ils étaient déjà en place. La communauté, elle était déjà bien présente. Donc, c'était juste, voilà, montrer un peu ce qu'on fait maintenant, mais en gros, qu'on documente le plat du jour à l'époque pré-Covid ou alors qu'on documente le plat du jour à l'époque HB2Go, c'est la même. Et voilà, du coup, mais je rejoins ce que disait Julien sur le fait que c'est cool de garder un peu du lien avec les clients. Et on a des messages super cool qui, en fait, s'il y a un truc vraiment positif avec le Covid, c'est chelou de penser qu'il y en a, mais il y en a, c'est que ça nous a permis, en tout cas nous chez Olibelli, de se rendre compte à quel point c'était un endroit qui était important pour les gens et dans la vie des gens. J'avais peut-être sous-estimé à quel point c'était un endroit qui était important. Pour moi, nous, on faisait bien à manger, c'était cool, etc. Mais les gens qui ont attaché plein de trucs super sentimentaux autour de ça. Et voilà, donc là, avec eux, ils ont le temps, ils sont confinés et ils racontent plein de trucs. Et c'est vrai que c'est cool. Et comme Julien, je fais un effort volontaire de répondre à tous les messages. Et ça prend un temps de ouf, mais à la fois, c'est aussi, ça fait vachement de bien. Et c'est vrai, c'est un gros investissement en temps. Des fois, je rentre le soir, je me cale là-dessus et la petite enveloppe là avec les notifs, c'est blindé. Mais on répond à tout le monde et je pense que c'est important c'est même pas de garder du lien, c'est juste quelqu'un prend le temps de t'envoyer un message sympa, tu prends 2 secondes pour répondre et puis voilà. Ça, c'est notre approche. C'est très cool parce que c'est quand même pas donné à tout le monde de faire ça vu qu'en effet, ça prend énormément de temps, mais très cool. Du coup, que vous fassiez tous les deux. Et ensuite, l'autre point que je voulais aborder rapidement, c'était Google My Business. Bon, je sais que ça paraît un petit peu évident. Je pense que quand même la majorité des restos l'ont aujourd'hui. Pour ceux d'ailleurs, si jamais il y en a qui nous écoutent et ne l'ont pas, on peut vous envoyer à la fin du webinaire si vous nous demandez un récapitulatif des étapes justement d'inscription. Mais en gros, sur Google My Business, ce qui est important de mettre à jour, c'est toutes les infos justement qui ont changé depuis le Covid. Ça paraît un peu évident, mais au final, quand je regarde sur Internet, il y a énormément de restos qui ne l'ont pas fait et donc ça peut amener à avoir des infos qui sont erronées, etc. Donc, notamment au niveau des horaires, au niveau de si on fait justement de la livraison du click and collect. Ensuite, essayer de mettre encore plus de photos qu'avant, de l'équipe justement pour montrer qu'il y a de l'humain et c'est peut-être ce qu'il y a de plus important justement en ce moment vu qu'on est en période de distanciation sociale, etc. Et puis le dernier point, c'est essayer d'inciter peut-être encore davantage vos clients à laisser des avis, par exemple quand ils viennent justement en click and collect, leur préciser que s'ils apprécient le repas, que ça vous fait hyper plaisir qu'ils laissent un avis et de bien sûr répondre aux commentaires, ce qui rejoint ce que vous venez de donner
comme conseil aussi sur les réseaux sociaux, de toujours répondre aux gens. C'est hyper important. Vous trois, vous avez Google My Business, j'imagine? Ouais. Ok. C'est une sale plateforme d'ailleurs. Hein. Pour un gros truc comme Google qui a des multimillions de dollars, qu'est-ce que c'est moche et qu'est-ce que ça marche mal et qu'est-ce que c'est chiant à utiliser. Putain, c'est incroyable. Ouais, mais c'est quand même utile. C'est indispensable. Il faut à la main dire je suis fermé le 1 et je suis fermé le 2. Tu peux même pas dire je suis fermé du 1 au 10. Il faut aller renseigner chaque jour à la main. Ah, mais ça, je ne savais pas par contre. Ok, je viens d'apprendre un truc. Du coup, pour ceux qui ne sont pas encore dessus, il faut le faire. C'est indispensable, mais visiblement, c'est pénible. Ça évite les déçus. Ça évite les déçus, en fait. C'est ça. Parce que si on ne le fait pas, on se retrouve avec des gens qui viennent à un moment où on est fermé. Ou voilà. Oui, ben là, c'est ça. Ouais. Et en fait, notre métier, c'est d'éviter les déceptions. Hein. Exactement, ouais, exactement. Éviter les déceptions et que quelqu'un vienne à un mauvais horaire, etc. Ok, du coup, on va passer vraiment à la partie concrète où je vais parler du coup des solutions qui existent d'accompagnement justement sur la livraison avec Click and Collect. Comme vous le savez tous, je pense, il y a vraiment 1000 outils qui existent. On s'y perd un petit peu d'ailleurs tellement qu'il y en a qui existent. Et donc, on aurait vraiment apprécié justement qu'aujourd'hui, vous nous expliquiez ceux que vous avez chacun choisi et un petit peu le fonctionnement. C'est d'ailleurs une question qui a été, je crois, posée tout à l'heure dans le chat, justement, quelqu'un qui demandait que pensez-vous des plateformes de livraison classiques, Deliveroo, Uber, Just Eat, VS, les plateformes plus éthiques comme Resto Paris. Est-ce que vous pouvez nous donner chacun les avantages et les inconvénients de ce que vous utilisez? Du coup, je vous laisse la parole. Stéphane, tu peux commencer si tu veux. Alors moi, c'est ce que on en parlait juste avant, mais je viens de découvrir Resto Paris. Perso, je connaissais pas. Donc Nicolas va nous en parler mieux que moi. Mais moi, j'utilise les plateformes, j'ai envie de dire, déjà existantes, qui sont Uber, Deliveroo et Just Eat. Voilà, c'est les 3 plateformes que j'utilise. Mais c'est vrai que de s'orienter vers… Je suis très intéressé par Resto Paris et par d'autres acteurs de livraison plus salariés, mieux rémunérés pour les livreurs. Ça peut être très intéressant. Donc voilà, je suis très preneur de ce que va me raconter Nicolas sur Resto Paris. On veut bien ton avis du coup. Du coup, c'est compliqué de parler de ça parce que ça fait tout de suite très donneur de leçons et c'est vrai que j'ai essayé d'en parler sur Insta, mais après du coup ça met tout de suite en porte-à-faux tous les gens qui sont sur les plateformes traditionnelles par rapport aux gens qui ne le sont pas. Et déjà, avant de commencer, je veux dire qu'il n'est pas histoire de donner une leçon à qui que ce soit. Moi, j'en parle parce que je trouve que c'est important de justifier ses choix. Après, je peux comprendre qu'on ait tous des besoins qui soient différents dans cette période-là. Donc, s'il y en a qui sont chez Uber Eats et Deliveroo, ils ont sûrement leur raison. Nous, je sais qu'en interne, ce n'était pas quelque chose qui était envisageable parce que toute l'année, on parle du bien-être des salariés, on parle des rémunérations, on parle de tout ça. Et donc, si un jour, on dit « Ok, c'est bon, on a signé chez Deliveroo, on a signé chez Uber Eats », qui sont des sociétés qui ont historiquement des casseroles dans tout le côté ressources humaines, le côté impôts. C'était tellement à 180 de ce que nous, on prêche toute l'année, ça aurait été presque comique en fait. Donc du coup, c'était juste pas possible. Et heureusement, on a eu la chance qu'il y ait eu des gens comme Resto.Paris, que ça s'est plutôt bien goupillé. Au moment où nous, on a commencé à « Ok, allez, on va faire de la livraison », eux ont dit « Écoutez, nous, on fait de la livraison. » Donc Resto.Paris, c'est une plateforme qui est construite sur une technologie qui s'appelle CobCycle. Et en fait, ce que ça fait, c'est que ça reçoit des commandes et ça les dispatche vers des livreurs à vélo. Donc là, pour le coup, c'est le réseau Paris, c'est Olmo. Et voilà. Et donc, en fait, statutairement, les livreurs ne sont pas auto-entrepreneurs. Et on connaît tous les abus et les statut. Et on connaît aussi les gens qui se prêtent leur profil de livraison, les mecs qui bossent au black. Voilà, bon, il y a beaucoup de casseroles sur les classiques. Et au moins, Resto Paris, voilà, les mecs qui sont salariés, ils sont en CDI et du coup, ils ont tous les avantages qui viennent avec. Donc voilà, nous, on a fait le choix de Resto.Paris parce qu'effectivement, c'est un peu plus cher et c'est plus contraignant. Il faut commander 2 heures à l'avance et c'est 35 balles, etc. Enfin, c'est 35 minimum de commandes et 5 de livraison. Mais bon, c'était le seul modèle sur lequel on pouvait apposer le nom au Libelli. Sinon, on ne l'aurait pas fait. Ok. Et toi, Julien, tu utilises quels outils du coup pour gérer tout ce qui est livraison, commande, etc.
Nous, encore une fois, je vais dire la même chose que tout à l'heure, c'est que c'est différent de ce que fait Nicolas. Si j'avais ouvert une pizzeria, un restaurant assis ou un restaurant, enfin bon, bref, quelque chose d'assis, effectivement, je pense que j'aurais pas fait le choix de Deliveroo ou de Uber. Voilà, mais à l'époque, nous, on a fait ce choix-là parce qu'on a vocation de toute façon à être livré et à faire du à emporter. Donc, et c'était une solution à l'époque, il y a très longtemps, quand on a ouvert, c'était assez simple et facile. On n'avait pas envie d'en faire de trop, donc clairement, je vais le dire, quoi, mais on a majoré nos prix dessus parce que déjà, c'est inadmissible les commissions que ces gens-là prennent. C'est inadmissible. C'est inadmissible. Tout est inadmissible. Tout ce que disait Nicolas, c'est pas possible, quoi. Donc nous, par exemple, les gens qui transféraient les comptes, on passait notre temps et on passe notre temps quand ça arrive, on le signale, quoi, en fait. C'est pas cool, quoi, donc c'est pas bien. Donc avec le confinement, on s'est dit qu'est-ce qu'on fait? Soit on reste avec ces deux trucs-là et puis notre click and collect, soit on essaie de trouver une solution qui est un peu plus viable et puis qui nous permet de gagner un peu plus d'argent tout en étant moins dégueulasse que Uber et Deliveroo. Donc, on a commencé à travailler avec S'il vous plaît, donc, qui est notre prestataire de click and collect, et qui ont mis en place quelque chose avec Rush Hour, en fait, où maintenant, eux, sont capables aussi de nous aiguiller vers des livreurs. Voilà, donc, je crois que c'est Stuart pour le moment. Donc, on est en train de chercher, voilà, on a discuté avec cette plateforme dont parle Nicolas, mais le problème, c'est le minimum commande, quoi. C'est-à-dire que 35 € de minimum, c'est tout de suite assez handicapant, voilà. Donc, mais par contre, les livraisons, elles sont pas à 3 € chez nous. Enfin, je veux dire, le client, il s'en sort entre, enfin pas le client, mais la livraison, parce que nous, on en prend une partie en charge. On fait 50-50 avec le client. On est entre 6,50 et 12 €, je crois. Et moi, ça me dérange pas de payer la moitié de la livraison, parce que déjà, comme ça, je sais qu'elle est payée comme il faut, déjà. Et puis en plus, parce que de toute façon, je suis toujours gagnant, puisque j'ai plus mes 30% de commissions qui sont chez Uber et Deliveroo et qui sont juste une aberration. Et voilà. Mais malheureusement, Uber et Deliveroo, on est obligé de le continuer. Je parle pour nous. Pourquoi? Parce qu'en fait, moi, je pars du principe que les clients qui vont se faire un Uber ou un Deliveroo, ils ne vont pas se faire un Mania, un Big Fernand, Libelli, ce que tu veux. Ils vont se faire un Uber ou un Deliveroo. C'est-à-dire qu'ils prennent leur téléphone, ils disent qu'est-ce qu'on mange ce soir, et puis ils font défiler. Ils font défiler. Et donc, du coup, ça permet, en fait, nous, on se sert de ça, en fait, pour pouvoir permettre aller chercher des nouveaux clients, en fait. Et aujourd'hui, notre chiffre d'affaires sur la livraison, on est un tiers. Donc, c'est-à-dire, on a un tiers Deliveroo, un tiers Uber et un tiers de S'il vous plaît. Il y a des jours où on a dépassé les 50%, presque 60% de S'il vous plaît. C'est quand on communique un peu plus sur les réseaux sociaux. Donc, c'est un système où j'ai pas de commissionnement et où je maîtrise un petit peu mieux mes coûts. Et depuis peu, on a Just Eat. Voilà, mais Just Eat, on a signé. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils nous ont expliqué qu'ils avaient une nouvelle politique et que maintenant leurs livreurs sont salariés. Mais pour le moment, on est assez timide parce qu'on attend de voir un peu ce qui se passe réellement. Mais on est très très satisfait de cette solution là avec S'il vous plaît. Et pareil, si Rush Hour avait pas pu faire le lien entre tout ça, on n'aurait jamais pu le faire. Donc aujourd'hui, moi, je suis avec Rush Hour et S'il vous plaît, c'est quelque chose qui nous a grandement aidé pendant cette crise sanitaire. Hein. Alexandre, du coup, c'est peut-être le moment d'expliquer d'ailleurs un petit peu plus en détail ce qu'est Rush Hour et ce que vous pouvez faire pour les restos qui nous écoutent et qui seraient éventuellement intéressés. Non, bien sûr. Écoutez, Rush Hour est né d'un constat très simple. C'est qu'en tant que restaurateur, aujourd'hui, on est confronté à une multitude d'outils en ligne sur toutes les catégories du business. On s'est concentré dans un premier temps sur les plateformes de livraison, puisque il y a quelque chose qui nous avait sauté aux yeux, c'était de voir ces multiples tablettes sur le comptoir du restaurateur qui n'avaient pas toujours forcément beaucoup de place. Et le personnel qui devait gérer ça, notamment pendant les heures de rush. Stéphane pourra en parler mieux que moi. Donc, on a pensé très simplement une solution qui permettrait de regrouper toutes ces plateformes de commande en ligne, notamment de livraison dans un premier temps, puis de click and collect, notamment avec des acteurs comme S'il vous plaît, pour que le restaurateur puisse gérer tout cela depuis une seule tablette et une seule imprimante. Et en fin de compte, l'idée derrière tout ça, c'est de gagner du temps, de fluidifier ces opérations et de minimiser le risque d'erreur. Et derrière ça, bien sûr, c'est de prendre du recul
sur les données qui sont générées au travers de ces différentes plateformes pour voir ce qui marche bien, voir ce qui marche moins bien et optimiser tout cela, tout en garantissant une satisfaction client, puisque, comme on a pu le voir, c'est l'enjeu aussi. Livrer, c'est bien, mais livrer bien, c'est aussi un autre métier. On en a parlé avec le packaging, la livraison, la livraison via les plateformes. On ne sait pas toujours comment la commande va arriver chez le client, donc c'est autant de sujets qu'on essaie de regrouper de traiter au travers d'une seule et même plateforme, du coup, avec des problématiques tout à fait différentes suivant les restaurants, que ce soit une chaîne en plein développement ou une chaîne déjà bien établie sur le créneau du burger qui faisait déjà énormément de volume, comme Stéphane. Nous, ça nous a vraiment changé la vie, vraiment. Honnêtement, c'est-à-dire que quand on se retrouve avec 2 tablettes, plus le click and collect, plus ça commence à être compliqué à gérer, plus le surplace qui vient s'ajouter à ça, ça commence à être compliqué à gérer. Depuis, en fait, on est beaucoup plus dans la bonne ambiance, on est beaucoup plus détendu parce qu'en fait, la partie prod reçoit directement les bons et la partie qui est au contact du client, en fait, elle va vraiment se concentrer là-dessus. Alors qu'avant, ils étaient un peu obligés d'orchestrer et de dire « Ok, ton Deliveroo, il part dans 4 minutes, fais le Uber en premier. » Enfin, c'était des trucs, voilà, sans parler du fait qu'il y avait 36 tablettes. Et là, nous, ça nous a permis aussi, c'est un des, justement, d'avoir des personnes dont c'est le métier de s'occuper un petit peu mieux des gens qui viennent chercher leur commande en click and collect ou qui viennent chercher le à emporter, de parler un petit peu plus avec eux, en fait, de perdre moins de temps sur des gestions de trucs. Là, ça libère du temps, quoi. Trop cool. J'ai une question à la suite de l'explication de Rush Hour et aussi de la plateforme S'il vous plaît. On a 2 questions par rapport à ça. L'une de Valentine qui demande est-ce qu'on peut expliciter un peu plus le modèle de S'il vous plaît, et puis Arthur qui demande quel est l'intérêt en effet concrètement de S'il vous plaît par rapport à la création d'un site e-commerce propriétaire. Je ne sais pas si vous pouvez répondre à cette question. Alors, moi, je travaille avec S'il vous plaît, donc je pense que je peux répondre à ces 2 questions. Donc, S'il vous plaît, qu'est-ce que c'est? C'est à la base, c'est une société qui faisait du click and collect à dimension humaine. Ça, c'est important pour nous. Donc, voilà, Nora qui est au top, elle a toujours été là pour répondre. Donc, ça répond un peu à la 2e question. Hein, c'est que des fois, on a un souci, un problème, on fait un petit message sur WhatsApp, tout de suite, ça se règle. Et donc, au départ, c'était que du click and collect. Pourquoi on a choisi S'il vous plaît? Parce que bon, déjà humainement, comme j'ai dit, c'était top. Et puis de l'autre côté, c'est que c'était tellement simple à gérer, mais tellement facile à gérer. C'est vraiment avec le téléphone portable, on peut mettre les produits en indispo, on peut créer des nouveaux produits. Je fais la photo du truc, je peux la mettre tout de suite. Ça va vraiment, vraiment très, très vite. Et ensuite est venu s'ajouter au 2e confinement, ils ont venu un petit peu avant, il est venu ajouter cette solution de livraison qu'ils avaient testée en bêta pendant longtemps avant. Est venu s'ajouter cette solution de livraison. Et là, pour le coup, ça prend tout son sens parce que moi, aujourd'hui, S'il vous plaît, ça me coûte 75 € par mois. Voilà, donc c'est 75 €, c'est 3 commandes de Uber. C'est ce que, hein, donc voilà, il n'y a pas de comparaison, quoi. Donc c'est juste. Et pourquoi plutôt S'il vous plaît que un site internet? En fait. Alors déjà, mon site internet, c'est l'agence de S'il vous plaît qui me l'a fait, c'est qui s'appelle Et Merci, S'il vous plaît, Et Merci, c'est assez drôle. Mais donc c'est eux qui me l'ont fait, donc voilà. Et puis en plus, en fait, ça permet d'avoir deux choses différentes. C'est-à-dire que moi, j'envoie tout de suite mon client sur mon site internet. Quand je fais le swipe up, ça génère du flux sur mon site internet, ça me permet d'être mieux référencé. Mais le truc de S'il vous plaît, c'est que je vais pouvoir générer un lien sur mon téléphone, une petite pastille, et qui fonctionne comme une application. En fait, c'est plus aller sur Safari ou n'importe quel moteur. C'est comme une petite appli et mon client, en fait, il clique dessus et c'est comme si on avait une application Mania Street Food pour commander sa pizza. Et ça, c'est juste wow. C'est juste beaucoup. Enfin, en termes d'image, c'est beaucoup plus impactant. Et puis en plus, pour les gens, parce qu'on pense pas à ça, nous, on est dans la force de l'âge, on est jeunes, et voilà. Mais il y a des gens pour qui commander sur Internet, c'est une misère. C'est une misère. Et souvent, les sites propres en e-boutique, déjà, ça ne fonctionne pas comme ça. Ce n'est pas aussi réactif. Là, avec S'il vous plaît, on a… alors, si on travaille avec Rush Hour, tout arrive par Rush Hour, donc c'est top. Et si on ne travaille pas avec Rush Hour, on a une petite imprimante qui est à côté et c'est terminé. Sur un site en propre, ce n'est pas comme ça que ça marche. On reçoit un email, c'est pas comme ça que ça marche.
pas l'imprimante qui est adossée au truc, quoi. Donc, c'est plus compliqué à gérer. Ok, ben, merci beaucoup pour cette réponse complète. Moi, je ne connaissais pas du tout non plus, donc ça a l'air très cool en effet. Et avant de continuer, puisqu'on est un petit peu en retard sur le temps, et j'ai quand même envie qu'on ait surtout envie de répondre aux questions des auditeurs, parce que je pense que c'est ce qui les intéresse le plus. On a une autre question. Je sais pas qui peut y répondre, mais il y a quelqu'un qui demande par rapport au click and collect, le client commande sur votre site. Règle-t-il en direct sur le site ou sur place, hors livraison, bien sûr? La MEP du paiement en ligne représente-t-elle un coût qui peut influer sur une augmentation des plats? Nous, tout est payé sur Resto.Paris. C'est un paiement avec Stripe, donc c'est des petits pourcentages. Voilà, ça représente une transaction CV classique. Voilà. Ce qui est le grand avantage en ce moment, c'est qu'on n'a pas de caisse. Donc, c'est cool. Tout passe par soit les paiements via Stripe, et après, ils payent toutes les semaines ou un truc comme ça. Et soit les gens, s'ils veulent prendre un petit ajout sur place, c'est à la CB. Donc, on n'a pas vu de cash depuis un petit moment, et c'est super pratique pour les équipes parce que voilà, c'est direct. Ok. Et il y a une autre question aussi, c'est à qui est facturée les erreurs de commande? Ah, ça, bon, avec Uber et Deliveroo, on peut leur mettre plein de choses sur le dos, mais en tout cas, c'est eux qui, la plupart du temps, c'est eux qui prennent en charge le truc. Avec les autres systèmes de livraison, en fait, en tout cas, nous, avec le système de s'il vous plaît, bah, c'est Stuart aussi, mais honnêtement, il y a erreur et erreur, c'est-à-dire que, erreur de livraison, si c'est nous qui nous trompons dans la commande, c'est notre faute, mais ça nous est déjà arrivé avec Uber et Deliveroo que des livreurs prennent la commande, ne valident pas comme il faut, ou voilà, que ce soit livré à un autre client. D'ailleurs, on a eu un client qui a reçu une commande de Big Fernand en commandant chez Mania Street Food, donc tu vois, Stéphane, il faut peut-être qu'on discute. Ah ouais. Il y a un client qui nous envoyait un message, mais salut, j'ai reçu du Big Fernand, j'ai commandé du Mania. donc bon, mais ça, effectivement, c'est pas nous qui devons payer, puisque nous, en fait, notre job s'arrête au pas de la porte. Après, l'expérience qu'on fait pour le client, mais après, c'est plus de notre sort. Toi, Stéphane, c'est pareil de ton côté, donc c'est toujours Deliveroo, Uber Eats qui prennent en charge s'il y a des erreurs, évidemment, qui sont dues aux livreurs. C'est ça. Alors, en fait, et même actuellement, ils veulent nous le faire payer aussi ou nous faire payer une partie, etc. Donc, c'est la bagarre, quoi. Donc à surveiller de ce côté-là aussi, parce que ça peut être de commande après commande. Il y a des clients qui annulent la commande et après, c'est à toi de payer. Donc, il faut faire très, très attention. Là, j'ai vu qu'il y avait Just Eat qui lançait même un truc, ne payez que ce que vous mangez. Ça marche comment, ça, du coup? Ah bon? Ça veut dire quoi? Que vous mangez, j'étais là, ça va être compliqué, ça, du coup. C'est très bizarre, ça. Ça veut dire quoi? Je comprends. Je pense que tu disais que tu avais un peu signé avec Just Eat. Ouais, mais on ne peut pas parler de ça. Ça veut dire quoi payer ce que vous mangez? C'est-à-dire que je posais la question, j'en sais rien, mais j'ai trouvé ça super chelou. Ouais. Faudra mais peut-être qu'ils veulent dire qu'il n'y a pas de frais annexes à côté ou quoi, mais ça doit être une phrase marketing. Je crois que c'est si le client met 2 bouchées dans la pizza et qu'il me donne que 20% du prix, on ne va pas être d'accord. J'ai une dernière question avant Vraiment, si c'est le futur de la restauration, il va falloir être de plus en plus flexible. Ça se trouve, maintenant, c'est ça le futur. Ça va être, tu vois, j'ai pris 3 plats, j'en ai pris 1,5, rembourse-moi. Attention, je dis juste attention. Non, mais c'est vrai que, pardon, juste pour terminer la parenthèse sur ça, c'est vrai que sur les avis, c'est pareil. Moi, je suis hyper vigilant et je vais répondre quasiment tous les jours. J'évite de le faire le soir parce que sur Uber et Deliveroo, c'est rarement des avis positifs. Les gens mettent souvent quand c'est un avis positif, on met les 4 ou les 5 étoiles et puis on s'en va. Ouais. Mais souvent, les gens, c'est souvent des réclamations. Et moi, j'y vais tous les jours pour voir s'il y en a des nouvelles. Et quand il y a des nouvelles, je prends le temps de répondre. Je donne un numéro de téléphone et voilà, c'est hyper important parce que effectivement, il y a des fois, on a des mauvaises notes parce que la commande est arrivée froide, parce que le livreur, il a eu 3 livraisons à faire et que nous, on était la 3e. Ça ne dépend pas de vous, en fait. Mais exactement. Bon. Et ça, c'est inadmissible. Et moi, c'est ma bataille au quotidien avec Uber et Deliveroo. Enfin, Uber, parce que Deliveroo, on n'arrive pas à les joindre, ils sont inconnus au bataillon. Mais du moins, c'est une des batailles à mener, quoi.
Je vais aborder rapidement le dernier point. Je vais aller plus vite que prévu parce qu'on est censé arriver à la fin du webinaire et j'aimerais juste, si vous avez le temps, évidemment, vous poser encore 2-3 questions des clients qui sont dans le chat avant de partir. Mais donc, la troisième partie, c'était un peu pour mettre en avant le fait que depuis quelques mois, tout le monde sait que mis à part évidemment tout ce qui est livraison, click and collect, il y a aussi plein d'autres manières de se digitaliser dans les restos et ça devient de plus en plus indispensable, pas forcément pour gérer l'urgence de la crise, mais aussi pour préparer la reprise. Donc, vous pouvez être accompagné de plein de manières différentes. Ça peut être par rapport à la paie, par rapport à la gestion de la trésorerie, des plannings, etc. Et à la base, je voulais évoquer le chèque numérique de 500 €, qui est une mesure que le gouvernement a mise en place récemment. Je ne vais pas m'attarder dessus, mais sachez qu'on va publier un guide normalement la semaine prochaine sur notre blog Skello là-dessus. Donc, si vous voulez plus d'infos, vous pouvez aller le voir, que vous soyez un resto ou pas. Ensuite, par rapport à Skello, pareil, je ne vais pas m'attarder dessus, mais sachez que si vous voulez avoir plus d'infos sur ce qu'on fait, je vais le présenter rapidement au début. Vous pouvez nous le demander directement dans le questionnaire que je vais vous envoyer à la fin du webinaire. Comme ça, je pourrai directement vous envoyer toutes les informations que vous souhaitez sur notre solution RH. Et puis enfin, le dernier point que je voulais aborder avant de poser les 3 dernières questions qui restent, c'était justement vous trois, quelles sont les autres solutions digitales que vous utilisez, donc pas liées à la livraison et au click and collect, et que peut-être vous souhaiteriez recommander aux auditeurs qui nous écoutent? Moi, je suis très friand de tech et je trouve ça très cool que la restauration, c'est un vieux milieu. Il y a beaucoup de systèmes qui sont des vieux systèmes et je trouve ça très cool de mettre tout ça à jour. Et on a la chance, moi, je suis de 86, je suis tombé en plein dedans et je me suis lancé dans la restauration, je pense, à une des meilleures périodes, à part pour le Covid, à part pour le click and collect et la vente emportée, ça c'est un peu dommage. Mais sinon, pour tout le reste, c'est cool que tous ces outils soient arrivés à ce moment-là. Nous, on était un des tout premiers clients Skello, utilisé longtemps Tiller, et puis après un peu trop de problèmes chez Tiller, maintenant chez Zelti, que je recommande fortement, c'est un bon logiciel de caisse. Donc ouais, déjà, et puis Payfit aussi pour le RH qui marche pas mal, même si en ce qui nous concerne, on va quitter Payfit en janvier 2021, mais on a eu 1 an et demi chez nous, ça s'est très bien passé, donc c'est une belle plateforme. Ok, merci beaucoup Nico pour ces conseils. Stéphane, toi, tu utilises d'autres outils? Franchement, celle qui a tout révolutionné pour moi, parce que c'était un casse-tête infernal, c'est Rush Hour. Enfin, voilà, Rush Hour. Et puis, j'utilise aussi Skello depuis des années. Donc, voilà, c'est pas parce que vous êtes là, mais voilà, c'est vrai que c'est les deux que j'utilise et qui m'aident beaucoup au quotidien. Ok, trop bien. Il y a quelqu'un qui nous demande quelle plateforme de gestion de vos fournisseurs utilisez-vous? Il me semble que tu en utilises une en spécifique, toi, Stéphane. Moi, j'utilise Choco. Ah oui. Ok. Ouais, franchement, Choco, c'est top aussi. Merci Alexandre. Ouais, franchement, Choco, je recommande. Nous, on utilise Reiki qui est encore mieux que Choco. Parce Comment que Choco, tu dis? Franchement, ils disaient toujours on va faire ci, on va faire ça. Il n'y avait même pas de synchronisation entre les tablettes, c'était l'enfer. Et un jour, Reiki a dit nous, on fait la même chose, mais en mieux. Ils n'avaient pas menti. Franchement, Reiki, ça marche bien. Ça s'appelle comment? J'ai pas Reiki, R-E-K-K-I. Par contre, le problème, c'est que j'ai appris il n'y a pas longtemps que c'était un business de Uber. Du coup, je suis un peu. Alors, je peux vous en parler, Reiki, parce que je suis utilisateur depuis très très longtemps et je suis en train de réfléchir et je suis peut-être en train de passer tout doucement vers Choco. Pourquoi? Parce que premier confinement, Reiki a viré du jour au lendemain toutes ses équipes en France de manière pas très propre. On a même fait des courriers de soutien pour les aider dans leur démarche. Et depuis ça, en fait, dès que j'envoie un message à Reiki, il n'y a personne qui me répond. Choco, ils ont pris le temps de venir nous voir. Jusqu'à présent, je ne travaillais pas avec Choco parce que premier confinement, il y avait eu cette polémique avec le marché de Rungis et voilà, j'avais trouvé ça un peu moyen. Et en fait, ils sont venus me voir, on a pris le temps de discuter. Donc pour le moment, je pense que je suis en changement, mais les deux, en fait, sont d'un point de vue pratique, j'ai l'impression qu'elles se valent et qu'elles sont, je sais pas, mais j'ai pas encore vraiment exploré Choco. Pour les autres outils qu'on utilise, vous avez compris Rush Hour, mais Rush Hour, franchement, honnêtement, c'est un investissement de rien du tout et c'est du temps qu'on gagne pour les équipes, on est plus détendu, voilà. Et puis il y a un autre truc parce que c'est important pour nous, c'est la fidélisation du client, c'est Pongo. Alors Pongo, c'est un outil de fidélisation du client, donc qui permet en fait de fidéliser
de fidéliser son client par une tablette qui est à l'entrée du restaurant. Donc, il va rentrer son numéro de téléphone. Une fois qu'il a rentré son numéro de téléphone, il choisit si on peut lui envoyer des messages, s'il a envie d'être embêté ou pas. Donc, s'il choisit de ne pas être embêté, c'est pas grave. Parce que du coup, on va quand même lui poser des questions. À chaque fois qu'il va venir, il va cumuler des points. Et sur les points qu'il va cumuler, la fois numéro 5, je vais lui demander si c'est un homme ou une femme. Ensuite, je vais lui demander son âge. Ensuite, je vais lui demander quelle est sa pizza préférée. Et petit à petit, moi, ça me permet de construire ma carte. Ça me permet, pour savoir qu'est-ce qui plaît le plus, ça me permet de cibler un petit peu plus mes campagnes SMS, parce qu'on peut faire des campagnes SMS. Ça me permet de cibler aussi un peu mon Instagram et de comprendre si je m'aperçois que j'ai beaucoup de femmes entre 20 et 35 qui viennent chez moi et que ma communication, elle n'est clairement pas du tout axée comme ça. J'essaye de dévier un peu le tir et ça me permet d'avoir une lisibilité qu'on ne peut pas avoir au quotidien. Ok. 2 dernières petites questions, si je peux vous retenir encore 2 minutes. Est-ce que vous avez un avis sur Store Factory, demande Adrien? Moi, personnellement, je ne connais pas, donc je ne peux pas. Qu'est-ce que c'est? Pareil, je ne connais pas. Ça répond à la question, du coup, Adrien. Malheureusement, personne ne connaît Store Factory. Dernière question. Connaissez-vous Lightspeed et Marketman? Moi, je peux répondre pour moi, même si je ne suis pas restauratrice. Lightspeed, je sais que ça marche très bien. J'ai une amie qui est restauratrice qui l'utilise et qui en est satisfaite. Et Marketman, je sais que notre client Brasserie Boulanger nous en avait parlé lors du premier confinement. Je pense qu'ils étaient en phase d'installation avec eux. Donc, je n'ai pas vraiment les retours depuis, mais ça avait l'air en tout cas intéressant. Je ne sais pas si vous connaissez. Non, nous, on travaille avec Lightspeed. Effectivement, c'est Iken2, qui est devenu Lightspeed. Pour moi, c'est un logiciel de caisse qui est hyper simple, hyper lisible. C'est vraiment top. On a vu un peu tous les autres et souvent le problème qu'il y a sur les logiciels de caisse, c'est qu'il n'y a pas de compatibilité entre les fonctions et voilà. Et là, nous, on est content parce que là, c'est compatible avec Rush Hour, c'est compatible avec tout. Au quotidien. Quand à la gare de Lyon, on avait les clients qui défilaient, on faisait beaucoup de tickets jour, on n'avait pas le temps, parce que c'est fatigant d'avoir la caisse et puis de chercher le bouton à chaque fois. Là, on a vraiment un système qui est hyper simple, hyper lisible, et on n'a presque pas besoin de lire, en fait. C'est très intuitif. Ok, merci beaucoup. Et enfin, une dernière question de Sacha. En 2019, je veux dire en temps normal, c'était quoi votre pourcentage de CA, provenance de surplace et du à emporter pour ceux qui faisaient déjà du coup du à emporter avant? À emporter, pour moi, c'est difficile à dire parce que je n'ai pas proprement de salle. C'est-à-dire que les gens me prennent sur place ou à emporter s'ils veulent s'asseoir et s'assiedent. Et je ne peux pas vraiment le définir. En livraison, je sais que si on prend la livraison, j'avais 30% de livraison avant le. Voilà, on était sur 30%. Ok. Nous, c'était du 60-40, 60 sur place, 40 livraison. Enfin, pour ma part, en tout cas, en tant que franchisé. Ok, écoutez, génial. J'ai fait le tour de toutes les questions qui nous ont été posées. Et on arrive clairement à la fin du webinaire avec 7 petites minutes de retard. Donc, merci beaucoup d'être resté quelques minutes de plus avec nous. Je remercie du coup nos quatre invités. Alexandre aussi, merci beaucoup d'avoir co-organisé le webinaire avec nous. Je vous envoie tout de suite dans le chat, avant que vous partiez, le lien du Typeform. Si vous pouvez continuer à le remplir, n'hésitez pas. Et puis, si vous voulez des infos sur Skello, c'est aussi là que ça se passe. Voilà, bonne continuation du coup à tout le monde et à bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Clélia. À bientôt. Bonne journée. Au revoir. Ciao. Ciao.